Alors aujourd'hui, nous recevons Jean-Luc Schaffhauser. Jean-Luc Schaffhauser, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes député français au Parlement européen pour le Rassemblement Bleu Marine et il y a à peu près 2 semaines maintenant, vous vous êtes rendu dans le Donbass, donc dans l'est, le sud-est de l'Ukraine plus exactement, au moment des élections. Vous faisiez partie de la mission de l'Académie européenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce qu'est la mission de l'Académie européenne ? L'Académie européenne s'est constituée en 1995, mais elle est issue du Forum démocratique européen. Et le Forum démocratique européen a été constitué un peu avant la chute du mur pour regrouper, à ce moment-là j'étais responsable de la coopération internationale de la région Alsace, pour regrouper les forums d'opposition Hongrie, Tchécoslovaquie et Pologne. Et l'objectif, c'était de faire de Strasbourg, puisque c'était aussi un peu ma charge en tant que fonctionnaire, de faire de Strasbourg la capitale de la nouvelle Europe. Et la seule chose, c'est que nous n'avions pas prévu, je le dis humblement, la chute du mur, et nous n'avions pas prévu que l'histoire s'accélérerait à ce point-là. Et donc, à la chute du mur, j'ai pu rassembler, recevoir pour la première fois... Il s'appelait Göns, le président de la Hongrie. C'était son premier voyage, d'ailleurs, en dehors de son pays. Et 300 révolutionnaires qui ont contribué à cette chute du mur. Et en 1995, puisque ces pays sont devenus petit à petit membres des institutions, se préparaient à le devenir, notre rôle avait été joué de les accueillir à Strasbourg pour faire l'intermédiaire jusqu'à ce qu'ils deviennent véritablement membres de ces institutions. J'ai eu l'idée de l'Académie européenne avec des responsables, ils n'étaient pas institutionnellement, mais il y avait des responsables de la Fondation Adenauer, de Gasperi, Schuman, avec un seul enjeu, une nouvelle donne européenne, ça veut dire repenser la stratégie européenne. Et là-dessus, déjà à cette époque, j'ai toujours été pour l'Europe des États et l'Europe des nations contre un certain fédéralisme. Je pense que l'Europe doit se bâtir sur la base des nations, des États, des coopérations concrètes. Et parmi ces coopérations concrètes, je voyais évidemment la sécurité-défense, l'énergie, l'immigration. Tout ça, ça fait déjà partie des statuts de 95. Et également, et ça c'était à la demande du Saint-Père, parce qu'il faut dire, bon, c'est un petit... que j'avais été envoyé dans les pays de l'Est à la demande de Rocco Buttiglione, qui était à ce moment-là également le conseiller du Saint-Père pour les pays de l'Est, Jean-Paul II. Et parce que, comme j'avais été un des fondateurs, ça c'est une autre histoire, l'Europe des régions, parce que l'Europe de région a aussi été complètement dévoyée, puisqu'on a voulu l'opposer à l'Europe des États, et ce n'était pas du tout la perspective dans laquelle nous avions fondé l'Europe des régions. Mais les Allemands sont venus entre-temps et ont repris le lead de l'Europe des régions à leur manière. Et comme j'étais un des responsables de l'Europe des régions, je pouvais très bien me déplacer dans les pays de l'Est, sous le couvert de l'Europe des régions, et donc rencontrer ses opposants de cette époque. Quand vous êtes rendu au Donbass début novembre, c'est à titre personnel que vous l'avez fait, mais quelle était votre légitimité? C'est celle que vous venez de nous indiquer? Aucune légitimité autre que personnelle. personnel. C'est-à-dire, j'ai dès les années 90 pensé à l'unité continentale européenne. Le Saint-Père a toujours voulu que l'Europe soit unie, les deux poumons de l'Europe. Il l'a pensé dans son unité chrétienne par rapport aux nouveaux enjeux, c'est certes l'islam. Nous n'avions pas une vision conflictuelle, mais nous avions une vision de dialogue. Mais pour ça, il faut encore exister. Et exister aussi en pôle continental. Et puis, nous pensions également que par rapport à la Chine, par rapport à ce monde multipolaire qui était en train de se bâtir, puisque allaient émerger les nouvelles puissances, et tout ça, le Saint-Père le voyait, il était nécessaire qu'il y ait un pôle européen.
et un pôle chrétien. Jean-Luc Schaffhauser, comment peut-on parler en disant j'ai été conseiller, j'ai travaillé pour le Vatican, si j'ai bien compris, pour le Saint-Père Jean-Paul II. Bon, enfin, à l'époque, c'était plus humblement Rocco Buttiglione, le Saint-Père également, qui m'avait demandé, c'était d'ailleurs Jean-Marie Meyer à l'époque qui s'était porté, Donc m'avait apporté ce message. Conseil. Absolument, conseil. absolument. Comment on devient conseiller de Marine Le Pen? Le parcours. Écoutez, en 2007, j'ai été amené, après avoir quitté l'administration, j'ai quitté l'administration en 1995, donc j'étais responsable, entre autres, de cette coopération internationale décentralisée de la région Alsace, c'est la coopération internationale. J'ai été amené à travailler sur les affaires un peu stratégiques, c'est-à-dire sécurité-défense, énergie, thème justement qu'abordait l'Académie européenne, puisqu'elle avait été fondée pour ça. Et j'avais décidé en 2007 de m'arrêter, après avoir travaillé entre autres en Chine, et d'avoir travaillé pour Dassault en Chine, et d'avoir également pour Dassault représenté les intérêts de cette société en Pologne auparavant, dans le combat contre les Américains, Mirage 2000 contre F-16. Et pourquoi? Parce que je voyais la crise économique venir. Et la crise économique, je la voyais à la fois dans sa dimension financière, mais également dans la mise en concurrence généralisée de l'ouvrier français avec l'ouvrier chinois, pour faire simple. Et avec la désindustrialisation et les conséquences que cela avait, y compris pour moi dans ce qui concerne la souveraineté. J'ai fait plusieurs débats avec Yvon Bourges, parce que j'étais un des fondateurs également de l'Union pan-européenne de France, sur les technologies de souveraineté, sur l'Europe puissance. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai écrit un livre. Il s'avérait qu'un de mes amis m'a proposé de prendre un éditeur. Cet éditeur était proche de Marine Le Pen. Marine Le Pen lit le livre, demande à me rencontrer. Et les choses se sont faites de cette manière, en n'étant pas membre du Front, en souhaitant que j'apporte mon savoir-faire, ma connaissance de certains... Et je ne le suis toujours pas, je ne le serai sans doute jamais. Et pourquoi? Parce que c'est pas mon histoire. Moi, je viens d'une autre histoire. D'ailleurs, avec Jean-Marie Le Pen, on a vu qu'il y avait des complémentarités. Moi, mon histoire, c'était la démocratie chrétienne. Il est vrai que Georges Bidault, qui est un des fondateurs du MRP, a été un des fondateurs du Front National. Et donc, mon histoire, je suis un conservateur social, et conservateur sur les valeurs, social dans la dimension, effectivement, que la société est absolument nécessaire à l'épanouissement de l'homme, et que l'homme n'est pas un individu isolé, et qu'il fait corps, entre autres, dans une nation. J'ai toujours été également pour l'Europe des États, ce qui est, dans le milieu centriste qui est le mien, est un peu particulier, donc plus proche des gaullistes. Et c'est pour ça que j'ai relancé le mouvement gaulliste pan-européen avec Bourges et Habib Deloncle à l'époque également, et d'autres gaullistes, Bokanowski. Donc, mon histoire est différente, et puis je pense que Marine a besoin de rassembler. Donc, si elle veut rassembler, on ne va pas commencer par uniformiser tout le monde selon le même calibre. Il faut des gens différents venant la rejoindre, avec leur complémentarité, avec leur connaissance des dossiers. Votre différence, on va le voir à travers un regard différent, celui sur l'Ukraine. Puisque justement, au sujet de l'Ukraine, finalement, vous deviez forcément avoir une vision de ce conflit avant de vous rendre sur place. Est-ce que le fait de voir par vous-même a changé justement cette vision? Bon, d'abord, pourquoi l'Ukraine, pour moi, était très importante. Déjà en 1995, j'avais été invité par le président Kouchma. Et à l'époque, déjà, il y avait ce projet des États-Unis de couper l'Ukraine en deux et d'empêcher un pôle continental de s'établir. Pourquoi? Parce que cela permet de maintenir la domination occidentale, ce qu'on appelait l'Occident, l'OTAN, et cela permet d'éviter de faire de l'Europe indépendante, puissante, un concurrent. Et l'Europe indépendante, puissante, on est obligé de la penser avec la Russie, puisqu'évidemment, avec l'énergie, les matières premières de la Russie, l'Europe se trouve dans une indépendance et dans une puissance, en plus dans une unité spirituelle et chrétienne et culturelle. Et donc, à la chute du mur, les Américains ont voulu
pour leur propre survie, il faut d'une certaine manière de puissance, d'impérialisme, couper l'Europe en deux. Et la fracture, elle était écrite, Brzezinski l'avait écrit, c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine, c'est la coupure entre l'Occident et l'Orient, c'est Byzance et Rome, et donc il fallait accentuer cette fracture pour casser l'Europe et mettre la Russie à part. Et contre ce projet, évidemment, j'étais totalement opposé, puisque j'étais au contraire, je me suis engagé dans le combat européen pour la grande Europe, celle que voulait Jean-Paul II. Et donc, dans ces conditions-là, déjà la Fondation Soros, en 1995, œuvrait, préparait les forces démocratiques, les révolutions qui allaient avec, pour obtenir cela. Ce n'a pas été possible. Et moi, je l'avais d'ailleurs tout de suite dit à tous ceux qui avaient des velléités pour l'Ukraine venir en Europe, qui venaient me voir à Strasbourg, je leur disais « jamais ». Jamais, parce que vous devez être le trait d'union et non pas venir intégrer un bloc contre un autre bloc. Et donc l'Ukraine, pour moi, était vraiment le lieu où se situent les enjeux. Il s'avère que, en fin de compte, presque 20 ans plus tard, 19 ans plus tard, les Américains sont arrivés à leur fin. Ils sont arrivés en utilisant Maïdan, des forces démocratiques sincères, sans doute sur leur fond, mais fondamentalement manipulées de l'extérieur. Mais quand vous dites que les Américains sont arrivés à leur fin, c'est peut-être une vision qui est quand même, d'une certaine manière, un peu idéologique, puisque finalement, jusqu'ici, dans l'évolution du conflit ukrainien, c'est uniquement les Russes qui ont récupéré du territoire ukrainien, et non pas l'Europe qui s'est amalgamée, qui a amalgamé l'Ukraine. Oui, l'Ukraine est une construction. Elle a toujours été en partie occidentale, la Grande Pologne, et puis l'Est a toujours été fait partie de la Russie. En fin de compte, c'est Staline, d'une certaine manière. D'ailleurs, c'est assez amusant qu'on se bat pour les frontières de Staline. Si on s'était battu pour ces frontières, je ne crois pas que les Polonais seraient d'accord sur tout. C'est Staline qui a fait cette entité Ukraine, c'est Khrouchtchev qui a relié la Crimée. Donc l'Ukraine était en soi fragile, puisqu'elle est fabriquée d'une certaine manière et elle est de deux cultures différentes. Et donc évidemment, les Américains ne cherchent pas... ce qu'ils veulent, surtout, c'est couper en deux, c'est-à-dire faire qu'il y ait un foyer purulent, excusez-moi l'expression, de maintien de la guerre, de la guerre ou de tension, qui fait qu'il y a un ennemi et qu'il faut se protéger contre l'ennemi. C'est divisé pour mieux régner, quelque part. Absolument. Et derrière ça, vous avez le traité transatlantique qui vient renforcer la force de l'OTAN et le traité transatlantique qui est en fin de compte l'OTAN économique. Et l'Europe, dans tout ça, elle n'existe plus. Elle est une annexe, elle n'a plus d'identité. Ces nations n'existent plus d'ailleurs non plus, puisque dans le grand schéma européen, elles ont vocation à se fondre, nos identités, notre culture, notre histoire, au profit, en fin de compte, de cet impérialisme, il faut le dire, mondial. Est-ce que vous avez le sentiment que les médias délivrent une vision non objective du conflit que vous avez vu sur place? Absolument. Absolument. Je considère que, d'abord, la manière dont on parle de milliers d'armées, milliers de troupes, secrétaire général de l'OTAN en commission de défense, secrétaire général adjoint de commission de défense au Parlement, parle de milliers de troupes. Je le reprends, vous voulez dire tout au plus des milliers d'individus. Il est d'accord, et puis reconnaît que c'est des mercenaires, en grande partie. Quand on parle de milliers de tanks, si la Russie avait voulu envahir en même temps que la Crimée et aller jusqu'à Kiev, rien ne l'aurait empêché. La seule chose que la Russie... rien ne l'aurait empêché, non. Personne n'aurait à ce moment-là. Personne n'aurait à ce moment-là bougé. Que voulez-vous qu'on fasse? Vous croyez que la France, nous allons le feu nucléaire ou les États-Unis, avec toutes ces conséquences? Mais non, il faut être réaliste. Non, ce que la Russie veut, c'est qu'effectivement, qu'on arrête à vouloir déstabiliser continuellement par les révolutions, fabriquées de toutes pièces, dites oranges, dites de liberté, qu'on arrête à déstabiliser le continent
européen. Quand je parle du continent européen, c'est toute cette zone également eurasienne dont les États-Unis ont extrêmement peur, parce qu'ils sont conscients que, d'une part, le continent européen, si en plus il y a une alliance eurasienne, la Russie faisant le pont, ils sont marginalisés dans l'histoire. Donc, qu'on arrête ce jeu-là, qui peut se comprendre en termes géopolitiques, mais enfin, l'Europe a aussi à défendre ses intérêts, et puis l'Europe a à défendre la paix en interne. Qu'on arrête ce jeu-là au profit, effectivement, d'une Europe qui doit exister dans son identité et sa culture. Vous parlez d'intérêt géopolitique, mais plus concrètement, finalement, l'intérêt principal, c'est le gaz ukrainien. Je pense que ce n'est pas uniquement la question énergétique, effectivement, du gaz et des couloirs South Stream ou Nord Stream pour contourner ce problème de l'Ukraine. Parce que South Stream ou Nord Stream, ça a été uniquement fait parce qu'effectivement, on voulait déstabiliser l'Ukraine. Et derrière la déstabilisation de l'Ukraine, il y a effectivement l'approvisionnement énergétique et la mainmise via l'énergie également sur l'Europe. Mais je pense que c'est vraiment un problème plus général, c'est-à-dire qu'ils veulent empêcher cette grande alliance continentale et eurasienne possible. Le Saint-Père pensait à l'unité chrétienne également pour la conversion de la Chine. Il voyait dans une perspective très longue et non pas de blocs s'opposant. Il raisonnait en termes de coopération. De coopération d'un monde multipolaire. Et contre cette vision... Vous ne vous sentez pas isolé dans vos conclusions? Parce que vous êtes un personnage dont on voit les contours, qui était un homme d'ouverture, vous parlez de centrisme, de gaullisme, de Jean-Paul II, de conservateur, social. Et là, vous êtes réduit dans vos conclusions à être très isolé, finalement. Bah écoutez, être isolé, c'est momentané. L'histoire évolue. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés, ou bien l'Europe choisit la guerre dans cette tension ukrainienne. D'ailleurs, Gorbatchev en parle. Monsieur Soros appelle les Européens à faire la guerre totale. Monsieur Soros, qui est toujours un peu prophétique, d'utiliser tous nos moyens pour la guerre, évidemment contre la Russie. Ou bien est-ce que nous nous situons dans une optique de paix, de coopération, qui est, soi-disant, le projet fondateur de l'Europe, mais aujourd'hui on constate que l'Europe, telle qu'elle fonctionne, c'est une guerre économique, et maintenant c'est la guerre tout court qu'elle prépare. Donc aujourd'hui, devant les peuples, nous devons donner notre projet pour l'Europe. Et Marine est capable de le faire. Et Marine est capable, je le crois, Marine Le Pen, de porter un tel projet. Et elle ne le portera pas tout seul. Ce n'est pas uniquement, certes, les forces nationales, au sens patriotique du terme, doivent se rassembler, mais elles doivent rassembler. Elles doivent se rassembler et elles doivent rassembler, sinon on n'aura jamais une majorité. L'objectif, c'est pas de rester, en fin de compte, une minorité qu'on monte comme le chiffon rouge pour continuer à maintenir un consensus qui ferait 60-70% presque pour l'éternité politique, puisqu'en fin de compte, la position est formidable. Alors, on a les extrêmes dont il faut se protéger pour créer une UMPS qui reste au pouvoir aussi longtemps pour maintenir la même politique. Donc, l'objectif, si on veut sortir de cette UMPS, c'est bien d'avoir un projet clair pour l'Europe, un projet de développement économique également, parce que l'Eurasie, c'est un projet de développement économique. Ça situe la France dans sa politique traditionnelle de monde multipolaire et de petite puissance, mais en même temps de puissance d'équilibre. Eh bien, tout ceci, c'est capable, je crois, c'est un projet qui est capable pour nous de bâtir une majorité politique, une majorité pour la France, une nouvelle majorité aussi pour l'Europe, sur la base de l'Europe des patriotes, de l'Europe des États. Et si on revient à des questions un peu plus d'actualité, récemment, donc, l'Europe a décidé de mettre des sanctions économiques à l'encontre de la Russie. Comment, là, récemment encore, François Hollande a bloqué la livraison du premier navire de type Mistral.
Désormais, les marins russes n'ont plus le droit de monter à bord du Vladivostok. Comment analysez-vous cela? Pensez-vous que ce soit une impasse politique de la part de François Hollande et qu'il n'aille pas dans la bonne direction? Écoutez, c'est une impasse politique. Je pense que François Hollande reçoit ses ordres d'une puissance extérieure, qu'on appelle la communauté internationale, mais en fin de compte, derrière la communauté internationale, c'est les États-Unis, c'est leurs intérêts. Ce n'est pas du tout dans la continuité de la politique française. Monsieur Hollande aura tout loupé. Il aura loupé, évidemment, l'économie, il le reconnaît, mais il aura loupé également la tradition historique de la France, à la fois dans son intervention, qui heureusement a pu être stoppée par le Saint-Père en Syrie, où nous avons toujours été plutôt une force de paix qu'une force de va-t-en-guerre, et ensuite, maintenant, il continue avec... Est-ce que la force de paix, c'est de livrer un navire de guerre à la Russie, dont on sait l'usage qu'elle peut en faire actuellement? D'abord, c'est aussi un bateau qui a des missions multiples, qui a aussi des missions de paix. Il a été conçu également dans des missions de paix. D'ailleurs, à l'origine, les Russes, M. Rogozine, considéraient que c'était inutile que nous achetions français. C'est aussi la France qui a souhaité vendre sa technologie. Il ne faut pas inverser les rôles. Hein. Ce n'est pas la Russie qui a voulu, c'est aussi la France qui a voulu vendre ce bateau. Ensuite, il y a eu un contrat. Nous avions évalué parfaitement, d'ailleurs le président Sarkozy continue à penser qu'il faut maintenir ce contrat. L'ancien président. Donc je considère que la parole de la France doit être maintenue et nous nous situons dans une politique très lointaine. Mais si je puis permettre, où même le général de Gaulle n'hésitait pas à avoir des alliances avec la Russie, excusez-moi, stalinienne, pour garder l'indépendance de la France. Est-ce que la priorité pour un pays, c'est pas sa souveraineté et son indépendance, c'est quelque part sa liberté? Donc aujourd'hui, je ne peux pas accepter que la signature de mon pays, que la politique de mon pays dépend de l'étranger. Enfin, où en sommes-nous? Mais ça ne répond pas à la question en tous les cas, parce que la question était, est-il responsable de livrer aujourd'hui une arme qui peut être utilisée en tant qu'arme de guerre à la Russie alors qu'il y a le conflit ukrainien? Écoutez, ce n'est pas une arme de guerre, je ne vois pas à quoi vont servir beaucoup ces navires en cas de conflit. La question, il faut quand même se poser. Nous avons une offensive très claire. Derrière, on a les Américains, préparés avec les Polonais, le coup d'État, les moyens, des sociétés privées